Alors bonjour, merci beaucoup d'être là. Alors, au 5 à 7 en muséologie et comme on le disait de façon informelle, pendant toute la pandémie c'était sur Zoom, on reprend en présentiel et bon, le groupe s'agrandit à chaque fois un petit peu, donc il y a de l'espoir. Alors je veux remercier beaucoup Zoé Tousignan qui a accepté de venir présenter son travail. Donc Zoé est conservatrice au musée McCord, conservatrice de la photographie. Et Zoé a fait un doctorat en histoire de l'art à l'université Concordia et une maîtrise en muséologie à l'université de Leeds, ce que je ne savais pas, Zoé, tu vois, que tu avais fait. Alors ses recherches portent sur la production de la culture photographique au Québec et au Canada. Elle a fait énormément de projets de commissariat, un petit peu partout, notamment des collaborations très étroites avec Serge Clément, avec Carlos Ferrand, avec Marissa Portolese, Gabor Szilasi. Et ses essais sur la photographie sont parus dans de très nombreux catalogues, monographies et périodiques. Des collaborations très régulières depuis très longtemps avec la revue Ciel Variable. Et parmi ses publications récentes, il y a ce livre vraiment formidable de Gabor Szilasi, Le monde de l'art à Montréal, 1960-1980. Et puis des contributions également à l'anthologie Une histoire mondiale des femmes photographes, sous la direction de Luce Lebar et Marie Robert. Alors un grand merci et je te laisse la parole. Merci beaucoup Anne, puis merci à Dominique Hardy qui n'est pas pu être ici ce soir et aussi à Daphné pour l'invitation. Je suis très flattée par l'invitation. Donc, ça fait plaisir de vous voir en si grand nombre ce soir. Donc, puisque c'est un peu plus convivial comme contexte, je vous invite à m'interrompre quand vous voulez. On va faire ça comme une conversation, si vous voulez bien. Moi, c'est plus le genre de conférence que je préfère de toute façon, alors ça tombe bien. Donc, le titre de ma présentation, c'est « Pour une histoire de la paraphotographie ». Donc, Geneviève se demandait, pareil, sûrement vous autres aussi, qu'est-ce que c'est la paraphotographie? Donc, c'est un peu un mot que j'ai inventé, qui me convient à moi. Donc, si on Google paraphotographie, ce que vous allez trouver surtout, c'est des références à la photographie paranormale, donc la photographie de fantômes et spirits. Donc, c'est pas à ça auquel je me réfère. La paraphotographie, j'utilise l'idée pour définir ce qui m'intéresse, finalement, ma vision de l'histoire de la photographie. Donc, para, le préfixe para, ce qui est à côté ou autour de la photographie. Si on entend la photo comme l'image en tant que telle, ce qui m'intéresse surtout, c'est tout ce qu'il y a autour de la photographie. Donc, le contexte physique, je dirais l'exposition, le cadre de l'exposition, le cadre de l'objet, comme une publication, une affiche, une revue, tout ça. Il y a aussi tout l'aspect réception de la photographie, donc la personne qui regarde la photo et les émotions ou les relations autour. Qui sont suscités par l'image, qui ont un impact sur la lecture de l'image. Et il y a aussi l'aspect production, donc l'humain qui crée, qui a une pratique photographique. Donc tout ça, c'est surtout ce dont je parle, je dirais, dans mes projets de recherche, de commissariat. Même que je dirais que tout ça m'intéresse plus que l'image. J'aime beaucoup les images aussi. Mais tout ce qu'il y a autour, donc, on peut définir ça comme le champ de l'art de façon générale. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours professionnel. Donc, aujourd'hui, je suis conservatrice de la photographie au Musée McCord Stewart, comme Anne a dit. Mais bon, j'ai un parcours qui m'a mené à ça, puis un aspect important, je pense, du travail que je fais actuellement,
c'est le mandat, je dirais, du McCourt Stewart. Donc, c'est un musée d'histoire sociale. Donc, ça nous permet de raconter l'histoire de la photographie d'un certain point de vue. Donc, ce n'est pas un musée des beaux-arts. Et la collection de photos comprend de l'art, mais aussi principalement, en termes de nombre, principalement de la photo scientifique amateur, de la propagande, de la photo professionnelle, industrielle, toutes sortes de choses qui n'est pas de l'art, mais qui est de la photographie. Donc, la photographie dans toutes ses dimensions, je dirais. Donc, ça, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est ma devise. Donc, l'histoire de la photographie. Puis, excusez mon français, hein, mais ce n'est pas seulement l'histoire des images, mais aussi celle des espaces, des gens et des objets. Donc, je vais vous parler de mon parcours professionnel en vous montrant des projets d'exposition en particulier qui font appel à ces trois aspects-là, je dirais, c'est ça, qui illustre ces différents aspects. Donc, je retourne complètement en arrière, donc dans la catégorie espace. Donc, j'ai étudié au Cégep du Montréal en photographie à la fin des années 90. Donc, ça vous donne un peu mon age bracket, là. Et ça a eu un gros impact sur moi, évidemment, pour la suite, je dirais, la suite des choses. Donc, j'ai étudié au Cégep en voulant devenir photographe, même que je voulais être artiste. Et là, en cours de route, j'ai décidé que non, en fait, c'est les images des autres qui m'intéressent plus que mes propres images. Et donc, c'est là que j'ai décidé, non, je veux être historienne de la photo et commissaire en particulier dans un musée. Conservatrice dans un musée. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai décidé ça. Mais toute l'expérience d'apprendre de façon très concrète la photographie, et à une époque où on était avant le tournant numérique, donc à la fin des années 90, il y avait Photoshop, tout ça, il y avait des caméras numériques, mais ce n'était pas du tout implanté dans le curriculum. On avait des cours de Photoshop, mais aucune caméra numérique. Donc, on a appris la photo argentique, analogique. Donc, c'est une image du collège, j'oublie le nom, John Abbott. Donc, de la Chambre noire d'aujourd'hui. Pour vous donner une idée de ce que ça représente dans les faits très concrets, la matérialité de la photographie argentique, c'est les odeurs, c'est les longues heures, toutes les heures passées en labo, c'est aussi toutes les heures, puis le côté très artisanal passé dans les studios, dans le studio de prise de vue. C'est aussi d'aller dehors avec de l'équipement, tout ça. Donc, ça a vraiment informé mon approche à l'histoire de la photographie parce que ça m'a donné une compréhension très concrète, comme je dis, du processus. Donc, le travail qui est investi dans l'image avant, surtout, après aussi, dans le sens de post-production et tout ça. J'ai eu comme des expériences personnelles, même un peu anecdotiques, là. Donc, on faisait de la photographie couleur également, qui se passe, le développement de la photographie couleur, si vous ne savez pas, ça se passe complètement à la noirceur. Donc, avec le tournant numérique, la photo couleur est devenue beaucoup plus facile, évidemment, mais dans ce temps-là, c'était vraiment à la noirceur totale. Puis j'avais un agrandisseur qui me donnait des chocs. Donc, à un moment donné dans le processus, j'ai commencé à avoir la trouille. Parce que j'avais peur dans le noir, puis j'avais peur de recevoir des chocs. Et là, j'ai arrêté de faire du labo en couleur, puis je faisais développer on the side dans des labos professionnels. Je mettais ça comme travaux. Mais tout ça, des éléments comme ça, très physiques, qui ont informé ma compréhension de la pratique photographique et après coup, de ma relation, je dirais, avec les artistes et avec les photographes. Un autre exemple d'espace, donc c'est un projet, puis je vous montre des projets, on ne voit pas tout à l'heure, c'est correct.
pas en ordre chronologique nécessairement, mais en ordre thématique. Donc, j'ai fait une exposition avec Marisa Bortolese, donc une exposition qui était présentée à la galerie FOFA à Concordia. Donc, c'est un espace de recherche. Donc, c'est surtout pour, comme vous le savez sûrement, c'est surtout pour les étudiants, aussi les anciens étudiants et les professeurs. Et l'idée, c'est de travailler ensemble sur des projets. Donc, pas nécessairement des projets aboutis, achevés. Et Marisa, à l'époque, faisait de la recherche sur la collection Notman du Musée McCord. À l'époque, j'étais conservatrice adjointe au Musée McCord. Et on a commencé à travailler ensemble et j'ai vu tout le processus, tout le travail qui va dans ces images. Donc, avant ça, je connaissais son travail comme des grands portraits très parfaits de femmes fortes. Et je ne connaissais pas tout son processus. Donc, en travaillant avec elle, en visitant son studio, son atelier, j'ai vu toute la culture visuelle qu'elle investit dans chaque portrait. Puis elle ne travaille pas dans l'abondance, je dirais, dans ses œuvres, dans ses séries. C'est des petites séries, disons d'une vingtaine, trentaine d'images, mais je dirais qu'elle conçoit ses œuvres comme des œuvres uniques. Donc, elle n'est pas dans l'accumulation, puis je vais parler de ça un peu plus tard. Mais en visitant son atelier, j'ai vu, elle travaille sous forme de mood board, surtout. Donc, le mur de son atelier est couvert d'images qu'elle découpe de revues, donc de revues de mode. Il y a de la porno, il y a de la peinture du 19e siècle, de peintres anglais, toutes sortes d'images qui l'inspirent et qui se retrouvent d'une façon ou d'une autre dans ses œuvres. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme processus, puis c'est quelque chose, tu sais, les mood boards, c'est très populaire actuellement, mais à l'époque, je trouvais ça un peu différent, puis plus quelque chose que les photographes de mode emploient. Donc, je l'ai comme encouragée à montrer son processus de travail, puisque c'était à la galerie FOFA, justement. Et donc, ici, vous voyez une image de l'extérieur de la galerie sur la rue Sainte-Catherine. Et elle a créé une image composée qui reproduit, en fait, son mood board dans son atelier. Mais c'est un collage, en fait, numérique, qu'elle a reproduit sur un vinyle énorme. Et c'était la première fois qu'on voyait cet aspect-là de son travail. Et on a aussi montré des vitrines où on a identifié, bon, elle a montré toutes les images de William Notman, donc les portraits de femmes, qu'elle organise en typologie surtout. La façon qu'elle travaille, elle est vraiment très organisée et elle travaille avec des carnets où elle organise ses images sous forme de typologie, donc type de portrait, portrait assis, portrait à l'extérieur, portrait avec une main comme ça, et les portraits qu'elle avait ensuite créés qui résonnent, donc qui imitent ou qui s'inspirent de l'image. Et donc on avait mis aussi donc les vitrines avec ces typologies. Et là je vous montre aussi une image au-dessus où on me voit ici. Donc, elle m'a photographiée et ça, c'est un autre aspect qui a été très important, je dirais, pour moi, parce que l'expérience d'être photographiée pour elle, là, j'ai compris, j'ai compris un peu, ben, je ne sais pas si j'ai compris, mais elle m'a révélé sa personne en tant que photographe, son énergie, je dirais, parce que c'est une situation très vulnérable. Donc, elle représente des femmes qu'elle connaît de sa communauté, mais elle te donne les vêtements à porter, elle te suggère des vêtements. Il y a un choix, tu sais. Il y a un certain choix de quel négligé porter.
Et j'étais assise sur la montagne dans une petite robe rose, moi je porte pas de robe. Donc c'était très vulnérable, mais elle a commencé à shooter. Et tout à coup, je me sentais forte, puis j'avais un regard vraiment comme perçant. Puis j'ai dit, wow, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as réussi à faire sortir ça de moi? Puis là, j'ai présumé de toutes les autres femmes aussi. Donc, c'est de cet aspect-là dont j'ai parlé dans le texte d'exposition qui accompagnait. J'enchaîne avec la catégorie genre. Donc, l'histoire de la photographie est aussi une histoire des genres. Donc, j'ai travaillé sur un projet d'expo qui a été présenté à la Galerie Simon Blais en 2015 avec Michel Campeau, Serge Clément et Bertrand Carrière. Et ces trois photographes qui sont représentés par la Galerie Simon Blais et qui ont été amis depuis une quarantaine d'années. Et au centre de leur amitié est la photographie. Donc, ils ont eu l'idée de faire une exposition ensemble. J'ai été la commissaire et on a voulu faire un hommage un peu à leur amitié. Donc, une amitié aussi qui est, je dirais que leurs pratiques sont interreliées à un niveau émotionnel, mais aussi esthétique. Donc, le fait qu'ils sont amis, le fait qu'ils discutent ensemble de la photographie et qu'ils l'ont fait depuis les 40 dernières années dans des chambres noires, dans des soupers, blablabla, mais aussi le fait qu'ils se sont auto-influencés à un niveau esthétique, artistique au cours de ces années-là. Donc, la galerie est divisée en 3 salles. La première salle présentait leurs œuvres récentes, donc de 3 projets distincts qui étaient récents à l'époque. Donc ici, on voit l'installation, la constellation de Michel Campeau. Ici, on voit une table avec un livre photographique de Serge Clément qui est comme déployé dans l'espace. Et de l'autre côté, je pense qu'on voit ici, on voit les œuvres de Bertrand Carrière. Dans la deuxième salle, on a décidé de mélanger leurs œuvres. Puis il y a des gens qui ont trouvé ça un peu douteux, je dirais, dans le sens qu'on a décidé de mélanger aussi, de ne pas trop s'en faire avec qui est l'auteur de qui. Tu sais, avec des cartels, je me souviens même plus s'il y avait des cartels, pour être honnête, là. Peut-être qu'il y avait une feuille quelque part. Mais on a voulu vraiment, tu sais, c'était une exposition un peu expérimentale, je dirais, et les 3 étaient game. Donc, on a mélangé, ils m'ont laissé, en fait, mélanger leurs œuvres dans des espèces de, encore là, des constellations où on pouvait faire dialoguer les images d'un côté, d'un aspect du sujet, mais aussi il y avait un certain détail, ou c'est ça. Puis l'exposition s'appelait Accumulation, parce que les 3 ont une pratique semblable, je dirais, de la photographie, qui est boulimique. Là, Serge Clément et Bertrand Carrière prennent des images à tous les jours. C'est vraiment, et les archives de façon très systématique. Il travaille aussi, Michel, là, il est plus dans l'acquisition d'images, il ne prend plus de photographies, mais il les collectionne. Il collectionne des photographies amateurs sur eBay et tout ça. Et les 3 aussi utilisent des dispositifs où plusieurs images sont mises ensemble pour créer, c'est ça, des suites d'images, des dialogues, des séquences. Donc, on n'est pas dans la sphère de Jeff Wall, où c'est la photographie tableau, la photo unique. Là, on est dans l'abondance. Et dans la 3e salle, donc, on a décidé de créer une installation collective qui représentait leur amitié, mais encore plus, donc, ils représentaient leurs autres amis, leur famille,
toutes les personnes qui ont marqué le parcours photographique des trois artistes mis ensemble. Donc, c'était composé de leurs archives personnelles, mais puisque ce sont trois photographes professionnels, leurs archives sont vraiment belles, sont tirées sur du papier, parité, archives, tout ça. Là. Donc, c'est ça, des images d'amis, des images de bébés, des images de souper, un mélange aussi de photos numériques, analogiques, des planches contact. Ça provenait de tout plein de sources. Et on a vraiment créé l'installation de façon très spontanée. Donc, c'était accroché sur des bandes, des plaques de métal avec des petits aimants. Puis, on a installé ça ensemble, collectivement, vraiment en y allant au pif, en créant des relations. Et ensemble, donc, ça créait une histoire de la photographie à Montréal des 40 dernières années. Parce qu'on retrouvait tous les autres artistes qui faisaient partie de la scène, qui font partie de la scène, des travailleurs culturels, des artistes en voyage, qui étaient de passage. Tout ça ensemble, ça crée une histoire. Puis là, c'est vraiment là que l'aspect, je dirais, communautaire a commencé à m'intéresser de la photographie. Donc, l'idée que la photographie est un médium qui peut unir les gens, est un médium, une pratique, mais aussi un objet qui peut relier les gens ensemble. Après, j'ai travaillé avec Gabor Szilasi, et là, je dirais que je suis allée encore plus loin, donc avec cette idée de communauté et l'impact que la photographie peut avoir sur une communauté. Donc, le projet a été présenté au Musée McCord, alors que j'étais conservatrice adjointe, et ça portait sur une partie de la pratique de Gabor qui n'avait pas été vue avant ça. Et donc, ça représentait tous les vernissages que Gabor avait photographiés, donc entre 1960 et 1980 à Montréal. Donc, Gabor, que vous connaissez sûrement, est un photographe hongrois d'origine hongroise qui s'est installé à Montréal dans les années 50, pardon. Et afin de s'intégrer dans la communauté artistique, il allait, entre autres, il allait au vernissage avec sa femme Doreen, qui est artiste, Doreen Lindsay, et elle connaissait beaucoup les gens des arts visuels, et a commencé à photographier un peu pour... c'est une façon facile de s'intégrer dans une foule quand tu as une caméra. Personne ne te pose des questions, personne ne te dit « t'es qui toi ?» Ils vont juste poser. Donc, il y avait... c'est une exposition où le point de départ a été ma propre relation avec le corpus d'images, puis l'archive. L'archive prenait la forme d'une boîte de planches contact, de 100 planches contact, 8 par 10, que Gabor un jour m'a livré. Et j'ai commencé à regarder, puis j'ai eu un choc, je dirais un choc émotif en les regardant, parce que j'ai reconnu beaucoup de gens, mais j'ai aussi reconnu des gens et des scènes, des situations dont j'avais entendu, mais je n'avais jamais vu l'image. Parce que mon père, c'est le peintre Claude Tousignan, et ma mère est arrivée, elle est d'origine anglaise, est arrivée à Montréal aussi à la fin des années 60. Et dans les 100 planches contact, j'ai vu des images de mes parents, de ma mère à 20 ans, au vernissage de Montréal. Et c'était des histoires que j'avais entendues tout au long de ma vie. La fois où Guido Molinari, j'invente là, mais a frappé une femme. Non, il n'a jamais fait ça. La fois où Jacques Ursubiz a échappé du vin rouge sur un tapis beige ou des choses comme ça.
là, tout à coup, je voyais dans les images de Gabor, puis mes parents ne connaissaient pas Gabor du tout, mais donc c'était une source qui venait d'ailleurs, mais je reconnaissais les histoires dans les images. Puis je me suis dit, ah, il faut que ce que j'ai ressenti, là, c'est sûr que pas tout le monde va le ressentir de la même façon, mais l'impact émotif que ça a créé en moi, j'aimerais pouvoir le transmettre dans l'exposition, d'une façon ou d'une autre, et la matérialité de l'archive même. Donc, plutôt, ça aurait pu être une exposition très détachée, je dirais, sur une période de l'histoire de Montréal, mais donc l'idée, c'était d'aller plus loin, puis de parler vraiment des gens, d'identifier les gens dans les images et de transmettre, comme je dis, ces aspects-là émotifs et matériels. Puis vous voyez comme on a décidé d'inclure des planches contact, donc c'était des reproductions de planches contact agrandies sur des espèces de tablettes et les textes longs décrivaient l'événement. Donc c'était il y avait 6 planches contact qui venaient qui étaient parsemées à travers l'espace, qui venaient comme créer des chapitres et l'événement était décrit et aussi en bas il y avait des cartels longs pour chaque image qui décrivait qui était représenté. Donc je suis désolée de ne pas vous montrer des images plus proches parce que c'est des très belles images. Mais bon, ici on voit, disons, Vittorio avec John Max Amtata, ça décrivait qui est Vittorio, qui est John Max, tout ça. Parce que, encore là, donc c'était présenté au musée McCord, donc c'est pas nécessairement un public d'art visuel, c'est vraiment un public plus large, donc il fallait vraiment contextualiser les images. Donc l'idée de la planche contact, c'était aussi sur une tablette, c'était pour créer l'aspect très physique de se pencher pour regarder, tu sais, une planche contact, tu la regardes souvent avec une loupe sur une table lumineuse, où tu sais, il y a un aspect très physique dans le fait de regarder. Donc c'était ça l'idée. Et aussi, on a créé une vitrine au centre qui reproduisait la table de travail de Gabor. Et l'idée avec ça, c'était de montrer, donc comme je dis encore, c'était au musée McCord, donc il ne faut pas présumer que les gens savent c'est quoi la photographie argentique. Il y a beaucoup de jeunes publics qui viennent, donc je voulais reproduire la photographie du 20e siècle dans une vitrine, mais de façon très spontanée. C'était une pause de la table de travail avec son carnet de notes, quelques planches contact, des négatifs, la boîte que j'avais vue, une loupe, le crayon de cire, tout ça, sa caméra, la caméra Leica. Mais j'ai essayé de faire ça sans que ça soit fétichiste. Donc, l'idée de le montrer de façon plus décontractée, comme une table de travail, c'était pour ne pas aller dans la direction où, disons, sa caméra est montrée sur un petit carré blanc avec tout très rangé, tout ça. L'idée, c'était d'être un peu plus spontané. Et le cartel long décrivait c'est quoi le processus là, c'est quoi la photographie 35 mm argentique. On fait des planches contact, on découpe les bandes. C'était écrit de façon très simple pour aider la compréhension. Donc, à la fin de l'exposition, il y avait aussi une vidéo qu'on a créée où j'ai interviewé des artistes, des historiens de l'art, des plus vieux, des plus jeunes, dont plusieurs étaient dans les images. Et l'idée avec ça, c'est que Gabor ne se souvenait plus des noms. Surtout, comme il se rappelait des événements, mais puis dans son cahier de notes, il y avait toujours l'identification du lieu, de la date, mais pas qui était photographié. Donc, ça a été un gros travail d'identification de chaque sujet, parce qu'évidemment, un portrait est toujours plus intéressant si on sait c'est qui.
Puis il y en a vraiment qu'on n'a pas identifié jusqu'à la toute fin. J'ai parlé à plein de gens, j'envoyais des images à plein de gens. Est-ce que tu sais c'est qui? Mais j'ai aussi voulu créer une vidéo pour... Donc c'était je dirais, ça faisait partie du processus d'identification, les entrevues, mais la vidéo, c'était aussi pour montrer l'aspect émotif qui pouvait être créé par les images. Donc, je me suis promenée à travers Montréal avec la boîte d'archives. Puis ici, on voit Andrew McEwen, qui était la femme de Jean McEwen, Michiko Gagnon, qui était la femme de Charles Gagnon. Et on regardait, et la vidéo, en fait, est encore disponible sur mon site web, si jamais ça vous intéresse. Là. Donc, je suis toujours présente, très enceinte. Et c'est pas une vidéo didactique, là, je dirais. C'est vraiment pour montrer c'est ça, l'impact émotif, puis le fait de ça ressemble à quoi regarder une photographie, puis on voit les gens vraiment manipuler les images. Est-ce que je peux? Oui. Peut-être que vous l'avez dit, je l'ai raté, mais l'accrochage des photos, ça reprend donc cette notion de la page, la planche contact? Non, est-ce que je lis trop? Pas vraiment. C'était organisé de façon chronologique pour montrer le développement des lieux puis des ambiances dans le milieu des arts visuels à l'époque, dans ces 2 décennies-là. Et les planches contact se référaient à, disons qu'il y avait une suite de 3 images du même événement. Là, on les revoyait ici avec toutes les autres images qu'il y avait pris là. Donc, l'idée de la planche contact, c'est une façon vraiment de montrer l'événement même tel qu'il se déroulait, aussi le déplacement de l'artiste dans l'espace. Donc, l'aspect narratif est très présent dans la planche contact. Mais sinon, c'est ça, c'était organisé de façon chronologique, puis on voyait clairement la différence entre le début des années 60 et les années 70. C'est assez radical comme différence, dans le sens que, bon, au début, tout le monde se mettait très beau, en complet. C'était des événements très posés. Et là, à la fin, avec le développement de la scène des arts visuels à Montréal, le type d'événement, le type de lieu change. Donc, la naissance des centres d'artistes, c'est des happenings, c'est des toutes sortes de les cheveux longs, tout ça, ça change. Puis on le voit dans les images. Puis ce qui est intéressant avec ces images, c'est que on voit très peu d'art. On voit des artistes. Donc, ce qu'on voit, finalement, c'est ce qui documente, c'est la vie artistique, mais pas nécessairement l'art, l'art qu'on faisait. Tu sais, on voit ça c'est Rita Letendre avec un galeriste, donc des gestes comme ça qui décrivent les œuvres, mais souvent, c'était juste des parties. Zoé, je vais me permettre moi aussi une question. Le texte, le récit, hein, il y a l'identification des personnes, mais il y a le récit. Le récit, il est construit à partir des souvenirs de qui ou comment est-ce qu'il est construit? C'est vraiment un mélange. J'ai de la recherche orale, donc des entrevues, mais aussi je me suis fiée beaucoup aux périodiques de l'époque pour tracer. C'est fou comme ça disparaît rapidement, ces choses-là, comme la date exacte ou le titre exact de l'exposition, tout ça, là, ça se trouve surtout dans, je dirais, dans l'imprimé, dans la culture imprimée. Puis, Vie des Arts, c'était vraiment important dans mes recherches. Je les ai remerciés d'avoir mis leur archive en ligne, c'était tellement pratique. Mais donc, c'est ça, puis ça provenait de plusieurs sources, là, je dirais plusieurs bibliothèques font tout ça, mais aussi juste entrevues avec les gens. Puis il y a certaines galeries qui étaient tellement éphémères, donc qui n'avaient pas de traces écrites ou très peu, donc il fallait que je trouve des gens
qui connaissait. C'était vraiment très... c'est l'idée du réseau, c'était vraiment... Donc, dans la catégorie objets, donc tout ça, c'est sûr qu'il y a des objets, il y a des personnes dans tous les projets que je fais, mais donc, je fais une petite parenthèse pour vous dire, vous parler de mes recherches doctorales. Donc, à Concordia, j'ai fait, mon projet portait sur les revues illustrées entre 1925 et 1945, produites au Québec et au Canada, et surtout sur l'usage de la photographie dans ces revues-là. Et là, vous voyez deux exemples publiés à Montréal. Et c'était une recherche qui portait, parce que je voulais trouver un peu ce que les gens lisaient, ce que les gens regardaient en termes de photographie à cette époque-là. Puis, dans l'histoire de la photographie au Québec et au Canada même, plus généralement, il y a comme un trou noir qui va environ de 1910, 1920 à 1960. Un trou dans le savoir. Si vous demandez le commun des mortels, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé du sang. On ne sait pas quels étaient les principaux photographes. Donc, je voulais trouver donc qu'est-ce qui était vu, l'idée de la littératie visuelle ou littératie photographique. Donc, c'était pas seulement des images créées au Québec ou au Canada, mais aussi, évidemment, parce que c'était des revues, on reproduisait des images des États-Unis, de l'Europe, tout ça, un gros mélange. Puis, j'ai passé comme 1 an de recherche à juste feuilleter des centaines et des centaines de revues. Et l'idée pour moi, c'était juste de voir, c'est ça, de remplir. Là, ça fait longtemps, là, c'est pour moins 10 ans, je m'en souviens plus vraiment. Mais tout ça pour dire que la culture de l'imprimé était centrale pour moi, pour essayer, c'est ça, de comprendre l'histoire de la photographie ici, sans faire appel aux enjeux, aux endroits plus traditionnels comme les clubs de photos ou même les expositions au Musée des Beaux-Arts du Canada et de Montréal. Donc, il y avait des expositions, tout ça, mais sans faire appel au texte plus artistique. L'idée, c'était de voir, OK, qu'est-ce qu'on faisait, là, puis qu'est-ce qu'on regardait. Puis bien sûr, je présentais toujours, je parlais toujours des images dans le cadre imprimé. C'était jamais, je ressortais jamais les images. Donc, ensuite, j'ai travaillé comme conservatrice à Artexte, que vous connaissez peut-être, c'est une bibliothèque d'art contemporain. À l'époque, mon rôle était conservatrice parce qu'il y a une collection. Ça ressemble un peu au fonctionnement de vidéographe où il y a aussi une collection. Donc, il y a une conservatrice qui travaille avec la collection. Mais en fait, à Artex, c'est du commissariat et de la coordination d'exposition. Et donc, j'ai fait un projet sur les revues, les magazines photographiques canadiens. Encore là, durant une période très spécifique, donc de 1970 à 1990. C'est un projet qui regardait la naissance de la photographie en tant qu'art au Canada. Et au mur, vous voyez qu'il y a plein de petites feuilles. Et chaque feuille était une année, donc c'était une ligne de temps où j'énumérais toutes les institutions, donc c'était sur l'institutionnalisation de la photographie au Canada. Les institutions créées, les collections de musées créées, les galeries créées, les magazines créés, tous voués à la photographie durant cette époque-là. Et avant ça, il y avait très peu, mis à part la contribution de l'ONF, qui était très importante dans les années 60 pour la photographie canadienne. Il y avait très peu
de publication ou d'exposition de photographie. Et il y a vraiment eu un boom, je dirais, à partir de la fin des années 60, surtout dans les années 70 et 80, où le magazine était utilisé comme un espace d'expression. Donc, parce que aussi le champ de la publication d'art n'était pas encore très développé. Le magazine était un des endroits où on pouvait faire des expérimentations visuelles, esthétiques, mais aussi comme lieu où la communauté photographique au Canada a été créée. Puis c'est un moment qui n'a pas duré, malheureusement, avec, je dirais, toute l'ère post-média, les institutions vouées à la photographie comme médium se sont dissipées. Donc, toutes les revues que j'ai montrées, principalement, en fait, uniquement, c'était Imagination, Impressions, OVO, Photo Communiqué, Black Flash et Ciel Arial. Et donc, ça racontait encore là, c'était organisé par magazine, en fait. Ça racontait une histoire parce que toutes les revues étaient consultables. Donc, on les avait tenues à la table avec une espèce de petite bande transparente. Mais l'idée, c'était on allait feuilleter les revues pour avoir une image de ce que cette communauté, genre de débat qu'il y avait, puis il y avait des débats très actifs là, sur la photographie, puis sur quelle institution, puis mais aussi le type de mise en page, de la typo, le type de photo qui était très populaire à l'époque, c'est beaucoup de nus, des gros contrastes, des choses comme ça. Donc c'est une occasion, c'est ça, de recréer un peu. Il fallait travailler, en tant que visiteuse, il fallait faire du travail, mais c'était une façon de recréer ce moment, je dirais, où il y a eu cet engouement pour la photographie en tant qu'art et qui s'est ensuite dissipé parce que, c'est ça, comme je dis, plusieurs de ces institutions-là sont devenues, ont décidé se sont intégrées au milieu des arts contemporains et l'idée que la photographie est différente ou doit avoir une institution à elle est devenue moins populaire. Donc ensuite, encore là, dans la catégorie objet, j'ai fait une exposition, une deuxième exposition avec Serge Clément, donc qui remonte le livre qui est déployé sur la table. Donc c'était une exposition qui était uniquement basée sur ces livres photographiques. Donc, on n'a pas présenté du tout d'images au mur. Puis ça, c'était quand même un défi. Je dirais, moi, je voulais montrer juste des objets pour vraiment, profiter de l'occasion de montrer seulement ces livres photographiques. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment employé la forme du livre photographique de façon très expérimentale, très développée. Aussi, la forme de l'exposition, il est très, très bon dans la disposition des œuvres, mais le livre, c'est quelque chose qui a travaillé dès le début de sa carrière, donc ça représentait 40 ans de travaux. Puis encore là, tout était complètement consultable. Donc, on a pris la décision d'accepter les dommages qui allaient arriver. Donc, moi, je suis un peu contre l'idée de présenter des livres sous vitrine, parce que ça enlève vraiment la fonction du livre qui est pas seulement de le manipuler, mais de feuilleter puis de voir la séquence. C'est très délibéré qui est créé par l'artiste. Des fois, le lecteur va de l'autre côté, on peut faire ce qu'on veut. Il faut accepter ça aussi. Mais donc, l'objet puis tout le temps qui est investi dans la création du livre lui-même doit être, selon moi, doit être accessible pour le visiteur, la visiteuse.
Donc là, vous pouvez feuilleter. Oui, oui. C'est ça, encore là, c'était beaucoup de travail. Là. On demandait aux gens, venez, venez, passe 2 heures à regarder. Et ça, c'était un exemple de livre qu'il a produit pour l'extérieur. Donc, c'était sur des gros Tyvek, je pense, des reproductions qui étaient faites pour être à l'extérieur. Donc, il y avait des graffitis dessus et tout. Puis il y avait aussi des maquettes, tu sais, comme des années 70, c'est très cru, là, je dirais, mais qu'on voulait, tu sais, on voulait un peu créer, c'était une rétrospective de ces livres, et c'est ça. Et pour les côtés un peu plus anciens, vous avez commencé à faire une reproduction, de pouvoir justement feuilleter sans... Non, c'est ça, c'était, il y a vraiment, on a pris la décision commune, là, je dirais, de... Puis, tu sais, il n'y a pas eu vraiment de dommages. Les gens sont très respectueux. Dans un contexte de centre d'artistes comme ça, c'est pas des centaines et des centaines de gens qui passent voir le... C'était à Occurrence, je ne sais pas si j'ai mentionné. Moi aussi, j'ai comme les tendances sont vraiment beaux. C'est vraiment beau comment... Oui, ça, c'est vraiment Serge Clément. C'est comme... Donc, c'était inspiré par sa table principale qu'il avait créée pour ce livre-là, le Leporello. Et il connaît quelqu'un qui fait du travail comme ça avec, c'est du métal très fin. Donc, ils ne sont pas hyper solides, là, à part celle-ci qui était, je pense, qui avait été déjà créée pour ces livres-là. Toutes les petites fines tables, c'était fait pour l'exposition. Et c'est très Serge, c'est vraiment Serge comme esthétique. Donc, j'arrive à la fin, qui est mon dernier projet de commissariat, donc d'Israéli révisité, chronique d'un événement photographique québécois qui a pris fin en février. Et je ne sais pas si certaines d'entre vous ont eu la chance de voir l'expo, oui? Les derniers jours. OK. La dernière journée. Hein? La dernière journée. Oui, oui. Au moins, on n'est pas allé à la fin, donc on a vraiment pris le temps. OK. C'est un projet qui m'a passionnée pendant plusieurs années, mais qui a été aussi très difficile parce que j'ai travaillé avec le collectif d'Israéli. Donc, pour vous raconter l'histoire, l'événement d'Israéli, comme je l'ai appelé, événement photographique, le projet d'Israéli a eu lieu en 1972. Un collectif de 4 photographes et de 2 recherchistes se sont unis pour faire un portrait collaboratif du village d'Israéli à l'été 1972. Et ils ont fait le projet. Dans les années, et les mois et les années qui ont suivi, ils ont commencé à explorer comment présenter le projet sous forme de publication et d'exposition. Et ils ont publié pourquoi le projet est connu, je dirais, et c'est qu'ils ont publié une sélection d'images dans la revue Perspective, qui était un insert, un insert dans les grands journaux francophones de l'époque, dont La Presse, Le Soleil, Le Droit, etc. Et donc 18 images qui ont représenté un corpus de plus de 8000 négatifs ensemble. Et donc qui a circulé au Québec, Canada français, à plus de 550 000 copies. Et la semaine suivante, la réaction des gens d'Israéli a été terrible. Donc, les gens d'Israéli, dans les journaux locaux de l'époque, donc le Progrès de Thetford, ont dit « Vous nous avez mal représenté, vous avez représenté seulement l'aspect très pauvre, misérable d'Israéli, et non l'aspect plus joli, donc l'aspect, le lac, le beau pont, la nouvelle polyvalente, tous les éléments qu'ils voulaient mettre de l'avant finalement, en tant que ville en train de se développer, de se moderniser.
Et ça a créé une tempête médiatique à l'époque dans les journaux locaux d'Israël, mais aussi dans Le Devoir, dans les journaux montréalais, qui a duré plusieurs semaines et qui était vraiment du jamais vu à l'époque, parce que tout à coup, on avait un débat autour de la photographie au Québec, et de la photographie documentaire en plus, et de la photographie en tant qu'art. Donc, la tempête médiatique est arrivée en 1974, donc 18 mois après que les photographes aient quitté Israël, le groupe. Et donc, l'exposition, pourquoi le sujet m'a intéressée au départ, c'est que, évidemment, c'est un des seuls exemples au Québec où la photographie a été débattue, mais aussi reproduite dans des nombres incroyables, puis pas seulement le 550 000 tirages du Perspective, mais les images d'Israéli ont ensuite circulé dans plusieurs, dans les revues, dans les expositions. Ces images-là sont devenues les plus connues des corpus de chacun, certaines les plus connues. Donc, les 4 photographes sont Claire Beaugrand-Champagne, Michel Campeau, Cédric Pearson et Roger Charbonneau. Et donc, dans l'exposition, il fallait que je raconte pas seulement le corpus même. Donc, au début, dans la première section, on montrait le corpus, puis comme une contextualisation de leur expérience à Israël. Donc, c'était un peu organisé dans 3 temps. Dans l'avant que je montre ici, je montrais tous les indices, tous les éléments, les ingrédients qui ont mené au projet. L'avant, le pendant, qu'on a vu, et l'après. Donc, toute la réaction, la réception, tout ça, ça m'intéresse depuis le début. L'objet photographique, donc on montrait tous les documents et la réaction dans la presse écrite. On a inclus aussi des objets d'archives, parce que Roger Charbonneau est un archiviste vraiment. Il a tout gardé, toute mention, tout objet lié au projet d'Israël, il a tout gardé. Donc ça a été très facile pour moi comme travail. Et on a tiré du débat, de l'échange, du dialogue, des citations assez fortes. Donc, les réactions que les gens d'Israël ont eues. Et il faut mentionner que les gens qui ont réagi le plus fortement, c'était les gens à la tête du village, donc le curé, le notaire. Et après coup, en plus, Pierre Vallière s'est mêlé du débat et a amené ses propres croyances politiques et a créé un plus grand débat, je dirais, qui est allé bien au-delà des intentions originales des photographes et du groupe. Mais donc, je termine avec ça, aussi avec la vidéo qui était produite pour l'exposition. Donc, j'ai mentionné les 2 recherchistes qui accompagnaient les 4 photographes. Quand c'était 2 femmes, Marie Spellerin et Ginette Lorrain, donc on fait partie de l'expérience et sur place, on fait des entrevues avec les gens d'Israël, des entrevues, mais aussi on juste fait des enregistrements de contextes comme des soupers, des games de baseball, pour avoir l'idée, en fait, était de créer à la fin une projection qui combinerait images et son. Et le groupe a essayé de faire ça, mais finalement, le projet n'a pas été réalisé. Et après coup, la tempête médiatique a été très traumatisante, je dirais, pour le groupe. Et ça a eu un impact différent sur chacune d'entre eux. Et ensuite, les enregistrements, donc ça consistait en 11 cassettes d'environ 45 heures, donc 15 heures d'écoute, se sont perdus. Donc,
chacune pensait que c'est l'autre qui les avait, puis se blâmait. Ah, t'as perdu les cassettes, tout ça. Là, finalement, dans le processus de recherche pour l'exposition, je demandais à chacun, tu sais, même des gens qui n'étaient pas directement liés au projet, sais-tu ce qui est arrivé aux cassettes de Disraeli? Puis là, la dernière personne que j'ai demandé, évidemment, c'est « Ah oui, je mangeais ça, Dans mon sous-sol, c'était un des photographes, mais qui est, en tout cas, qui n'est pas à Montréal. Puis c'était le sous-sol, dans le sous-sol chez sa mère. Je suis venue d'Ottawa avec les cassettes dans mon sac. Puis, la première fois que j'ai écouté encore, là, ça a été un choc, tu sais, un choc émotif. Parce que tout à coup, tu sais, certaines des images les plus connues de l'histoire de la photographie au Québec avaient un son, tu sais, avaient une bande sonore.